Bienvenue, chers auditeurs, dans le 8e épisode de Dialogue. On est très content d'être de retour pour vous faire voyager un petit peu dans l'histoire de la philosophie, l'histoire des grands penseurs. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est un de mes auteurs préférés qu'on va aborder. C'est pas très original, mais dans la vie, on n'est pas obligé d'être toujours original et d'essayer de se rendre plus intéressant qu'on l'est en réalité. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais dire comme choix d'auteur parce que c'est un Un amour, classique parmi les un classiques. classique parmi les classiques et un auteur qui a été universellement apprécié et commenté durant la vaste partie de ce que les chrétiens appellent l'âge d'or, finalement, de l'Occident, donc de Saint-Augustin à Saint Thomas d'Aquin, Ouais. en passant par plusieurs autres. Toute la philosophie médiévale était en gros presque une série de commentaires sur l'œuvre d'Aristote. Et l'œuvre d'Aristote, justement, avant de vous présenter un peu c'est qui, parlons-en parce que c'en est toute une œuvre. Il a écrit sur tous les sujets, en fait, c'est le premier encyclopédiste, on pourrait dire, Aristote, donc qui était disciple de Platon. Il a fondé sa propre école. Il a écrit sur la politique, un petit livre qui s'appelle Les politiques, justement, Le Monde avait fait Flammarion, en fait, avec Le Monde, avait fait une super belle édition de ces petits bouquins-là. Il a écrit sur la physique. Il a écrit sur la métaphysique. Il a même écrit, en fait, de mémoire, c'est le premier à avoir écrit des trucs sur l'économie, qui à l'époque était la science de comment on administre les finances d'une famille, finalement. On n'était pas encore rendu à l'État, mais en gros, à l'époque, ça se renvoyait peut-être plus aux finances qu'on appellerait aujourd'hui les finances personnelles qu'à l'économie comme telle. Et évidemment, c'est ça dont on va parler tantôt, moi, Jean-François et moi, son petit bouquin, en fait, son œuvre éthique principale qui s'appelle Éthique. Cette version-là dit de Nicomaque, mais normalement, on dit à Nicomaque. Nicomaque. Pourquoi est-ce qu'elle a été traduite comme ça? C'est Flammarion qui a fait ça. Il existe un autre bouquin sur son éthique, mais dont l'authenticité n'est pas spécialement avérée, qui s'appelle Éthique à Eudème, je crois. Oui. Mais qui, parce que, bon, l'authenticité des œuvres est toujours un peu sujette à débat. Des fois, on se rend compte que on pensait que c'était Aristote qui avait écrit tel livre, mais finalement, c'est tel auteur chrétien 400 ans plus tard, en fait, qui était un aristotélicien. Euh, J'ajouterais aussi que vous avez vu là, la pile de livres qu'il a écrit, mais on estime que dans sa vie, il a écrit plus de 200 traités, puis on en a retrouvé à peine 20%. Donc, ça vous donne une idée, là. Vous avez vu la pile, là? Ben, c'est juste une portion de ce qu'il a écrit Oh pendant oui, toute sa vie, puis là. regarde, je vous fais une brève liste des sujets. En plus de ceux qu'on a parlé, il a écrit, c'est un des premiers à avoir écrit sur la botanique, sur les plantes, il y a des traités sur les plantes, il a écrit sur la logique. C'est un des premiers qui a formalisé, là, tu sais, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement logique, les fameux syllogismes. Il a écrit sur les mathématiques, il a écrit sur l'astronomie. Il a écrit sur la psychologie, un excellent petit bouquin qui s'appelle De l'âme, qui est probablement l'origine, en fait, de la psychologie se ramène. En fait, à peu près toutes les sciences contemporaines ont comme origine Aristote, ou presque, là, honnêtement. Là. Il écrit aussi sur l'amitié, puis on va en parler aujourd'hui, là. Absolument. Donc, si je vous j'en dis un petit peu plus précisément. Donc, Aristote est né, c'est toujours des approximations parce qu'on ne sait pas exactement, il n'y a jamais de confirmation sur les dates, mais bon, on dit vers 384 avant Jésus-Christ et décédé en 322. Et c'était, évidemment, comme je l'ai dit, l'élève de Platon et aussi connu pour avoir été le précepteur, donc l'éducateur, entre guillemets, ou le professeur d'Alexandre le Grand. On y reviendra. Il est né en Macédoine. Il rejoint l'Académie de Platon, donc qui est la grosse école de Platon, vers 367. Et il va en devenir son élève le plus fidèle et celui qui va faire vivre sa pensée après sa mort. Il va fonder sa propre école après ça, qui va s'appeler le lycée. Il développe sa pensée, il touche à une série de domaines infinis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout ça s'inscrit dans un contexte qui est marqué par la domination de la Macédoine sous le règne de Philippe II, qui est le père d'Alexandre le Grand.
Donc, Et le père d'Aristote était le médecin personnel de Philippe de Macédoine. exactement. Donc, vers 338, donc peut-être une quinzaine d'années avant la mort d'Aristote, il devient le précepteur d'Alexandre, qui lui est roi. Et l'Empire va à cette époque-là s'étendre de la Grèce jusqu'à l'Inde. Donc, c'est absolument immense, l'Empire d'Alexandre le Grand à ce moment-là. Et c'est le déclin aussi, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais beaucoup de La gens démocratie. s'entendent pour dire ça, c'est que c'est pas mal la fin ça marque le déclin, en fait, des cités-États. Donc, si les Oui, gens ne savent pas ce que c'est que les cités-États, là, mais donc, à l'époque de la Grèce antique, on disait Athènes, on parlait beaucoup d'Athènes, de Sparte, de plusieurs. C'était le modèle des cités-États. Donc, notre vision, nous, aujourd'hui, de pays unifiés avec des capitales, tout ça, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Donc, il y avait des rivalités à l'intérieur des différents royaumes, et c'était sous le mode de la cité-État, donc même la citoyenneté des gens se faisait avec la cité. Donc, tu pouvais être un métèque à Athènes tout en étant un grec. Donc, la citoyenneté était reliée à l'État. Si on rentre peut-être un petit peu plus dans les détails de son éthique, je te laisse expliquer en gros que selon Aristote, en fait, il y a 4 vertus cardinales, ouais, et duquel tout le reste va décliner finalement. ouais. Mais ça, l'objectif d'Aristote, il dit toute action doit viser une certaine finalité. Donc, l'action d'aller chez le médecin, de se faire soigner, l'objectif, c'est de retrouver la santé. L'action de construire un bateau, ben, la finalité, c'est de construire un bateau qui coulera pas. Puis il dit la finalité de la vie humaine, c'est le bonheur. Donc, l'idée du bonheur, c'est central pour lui, c'est ce qu'il appelait l'eudémonia. Et puis, pour arriver au bonheur, il fallait respecter 4 vertus cardinales. Donc, les 4 vertus cardinales, vous avez la prudence, la tempérance, le courage et la justice. Donc, les 3 premières vertus, c'est des vertus qu'on peut appliquer dans le contexte individuel, tandis que la justice, ben, on peut pas faire preuve de justice puis d'injustice tout seul. Ça, c'est une vertu qui doit s'appliquer dans le monde collectif avec d'autres personnes. D'où la raison pour laquelle sa conception de la justice est intimement liée à une conception de la politique. Donc, le premier livre que tu as montré, Les politiques, avec Oui. l'éthique à Nicomaque. Pour bien comprendre ce qu'est la justice, il faut lire l'éthique à Nicomaque. Mais pour comprendre comment la justice s'applique dans une société, il faut lire les politiques. Mais je commence par les 3 premières vertus qui, Oui. elles, peuvent s'apprécier aussi dans un contexte collectif, mais peuvent aussi s'apprécier dans un contexte individuel. Puis l'objectif pour lui, c'était de toujours viser le juste milieu. Donc le principe, la cause de tous les maux, c'est lorsqu'on tombe dans des extrêmes. Et là, on est malheureux, on peut pas être heureux. Donc le secret du bonheur, c'est de trouver le juste milieu de ces 4 vertus cardinales-là. Donc la prudence, c'est le discernement. C'est la capacité d'évaluer les choses calmement, objectivement, rationnellement. La tempérance, ben, c'est l'esprit de modération, c'est d'être en mesure de maîtriser les excès, les pulsions qu'on peut avoir, les passions qu'on peut avoir, parce que si on tombe dans des extrêmes, ben, on va se ruiner, par exemple, puis ultimement, ben, ça va nous mener au malheur plutôt qu'au bonheur. Puis le courage. Le courage, j'en avais parlé en mai dernier à la conférence avec Jérôme Blanchet-Gravel. Le courage, c'est fondamental, puis c'est le juste milieu entre 2 extrêmes. Donc, un extrême, c'est la couardise, puis l'autre extrême, ben, c'est la témérité. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on ne sera pas heureux si on fait preuve de couardise, on a peur de tout, on ne sera pas capable de vivre, d'apprécier la vie. Puis si on fait preuve de témérité, donc on est incapable de reconnaître qu'il y a peut-être effectivement un véritable danger, puis on se garoche dans le vide, ben on va mourir. Puis si on meurt, ben inévitablement, ça ne va pas nous procurer du bonheur. Donc, le courage est une vertu cardinale fondamentale parce que c'est la capacité de pas sombrer dans la couardise et lorsqu'on fait face à un véritable danger, de comprendre la nature du danger et d'adapter nos Et actions en conséquence. c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, je pense, pour beaucoup de gens, parce que si on prend l'exemple du courage,
En général, les exemples qui nous sont montrés, bon, dans les films, dans la littérature, dans des pièces de théâtre, peu importe, dans des séries télévisées, en général, ce qu'on qualifie de courageux, ce sont des comportements téméraires. C'est-à-dire Exactement. tu sais, le film avec Arnold Schwarzenegger, là, il se lance en bas d'un avion avec absolument aucune chance de survivre, mais comme c'est un film, il finit par survivre. Aristote dirait ça, c'est un comportement qui est téméraire parce que ou au même titre que tu sais, essayer de sauver quelqu'un au péril de sa propre vie à soi, puis laissant ses enfants sans père, sa compagne sans mari, ça, c'est pas du courage, c'est de la témérité. Aristote, il dit le courage, c'est celui qui n'est ni lâche, ni téméraire, mais qui est à même, et c'est pour ça que la notion de discernement est importante, parce que le discernement, la personne qui possède le discernement, c'est elle qui sait juger quel est le juste milieu entre deux extrêmes. Et donc, l'acte de courage, ça va être de s'opposer, par exemple, à quelque chose dans un certain contexte, mais pas dans la mesure où ça peut amener à votre ruine absolue, là. Mm. Mais Donc, on pourrait faire le parallèle avec certains trucs qu'on voit dans l'actualité internationale, certaines déclarations de gens qui sont prêts à en découdre à la vie, à la mort, quitte à ruiner un pays au complet pour un drapeau. Ben c'est ça, pas du, c'est pas du courage. C'est de la témérité, c'est pour un être manque de poli. discernement C'est un qui peut manque de avoir des discernement conséquences. total. C'est ça qui peut avoir des conséquences absolument terribles. Puis c'est intéressant ce que tu disais, les films de guerre, on décrit ça comme du courage. Vous noterez par exemple, lorsqu'un un soldat reçoit une médaille de bravoure, en anglais surtout, ça commence toujours par went above and beyond the call of duty. Donc la personne a vraiment excédé ce à quoi on s'attendait d'elle. Donc dans la sphère militaire, on s'attend à ce que les soldats fassent preuve de courage. Si les ennemis les attaquent, ben, ils doivent confronter l'ennemi. S'il y en a un de la gang qui se met à courir, puis à retraiter, ben, il crée un trou dans la ligne de défense, puis tout peut s'effondrer. Puis si vous en Mhm. avez un qui décide de se lancer, sortir de la tranchée, puis attaquer tout seul l'ennemi, ça va aussi déséquilibrer la capacité d'attaque et de défense des soldats. Donc, on s'attend à ce qu'ils fassent preuve de discernement, qu'ils maintiennent le juste équilibre entre la couardise et la témérité. Puis lorsqu'un soldat fait preuve de bravoure, ben c'est ça, c'est pas du courage, c'est de la témérité, parce qu'on dit he went above and beyond the call of duty. Fait que je pense que c'est un bon exemple pour comprendre le juste équilibre et puis la vérité, ce qui devrait être la véritable définition du courage. Puis ça, si vous respectez ces trois vertus cardinales-là sur le plan individuel, pour Aristote, vous allez avoir une vie heureuse. Il n'y a rien de pire que de sombrer dans les excès, que ce soit les excès d'alcool ou le manque de nourriture. Tu sais, si vous vivez comme un ascète, vous ne faites que manger du pain puis boire de l'eau, ben, vous ne serez pas en mesure d'apprécier le plaisir. Il va vous manquer quelque chose dans votre vie. Puis à contrario, si vous vous gavez à tous les soirs de gâteaux, de caviar puis de champagne, ben, vous allez devenir obèse, vous allez développer des problèmes de Ouais. santé, puis vous allez vous réveiller le lendemain matin, vous allez avoir mal au ventre, puis vous allez potentiellement aussi développer un problème d'alcool, ce qui va aussi vous mener à du malheur plutôt qu'à du bonheur. Je pense à une entrevue que nous a accordée dans le podcast principal de Yann et Frank, Christian Dufour, pour le cadre de son dernier bouquin qui a paru il y a quelques mois, ben, presque un an de ça déjà. Et il racontait l'anecdote qu'il était dans une entrevue à Radio-Canada et puis il disait tout bonnement, ce qui est un constat de pur bon sens, que des fois, les choses vont trop loin dans une direction et les gens manifestent le désir de revenir à un certain équilibre. Et il nous disait que quelqu'un sur le plateau lui avait dit, mais Christian Dufault, on dirait que vous dites qu'on peut être trop ouvert, qu'on peut être trop tolérant, qu'on peut être trop humaniste ou je ne sais trop quoi. Et Christian Dufour a répondu, mais absolument, c'est exactement ce que je dis. Parce que, sans le savoir, et il ne parle pas d'Aristote dans son intervention, évidemment, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'équilibre est toujours une espèce de juste milieu entre deux excès. Et donc, quand vous allez dans la tolérance infinie,
Ah ben, sans modération, ça c'est un signifie que les problème. gens vous pilent sous les pieds. Ça signifie que les gens n'ont plus de respect pour vous parce qu'ils savent que vous allez tolérer n'importe quoi. À l'autre extrême, si vous êtes intolérant sur rien, ben, ça signifie probablement votre marginalisation sociale, puis personne ne veut rentrer en contact avec vous parce que vous êtes insupportable. Donc, le comportement vertueux, c'est quoi? C'est le juste milieu, l'équilibre entre la tolérance extrême et l'intolérance extrême. Donc, Exactement. Donc, c'est une philosophie qui est toute simple à comprendre, qui crève les yeux, mais étonnamment, ça semble, pour beaucoup de personnes, ça semble difficile à accepter comme étant quelque chose de normal qui va de soi. Donc, tu sais, sur la base de ces trois premières vertus-là, on peut porter un jugement sur la qualité de vie des individus, puis la qualité de vie aussi, ou la santé psychologique d'un peuple. Vous regardez, pas besoin de chercher très loin, mais vous allez regarder des peuples qui sont éminemment émotifs, qui sont animés de pulsions irrationnelles, qui manquent de discernement, qui font pas preuve d'esprit de modération. Dans bien des cas, c'est aussi des peuples qui vont être incapables de faire preuve de courage. Puis je pense que dans le cas des tarifs, là, les menaces de tarifs de Trump, ça le montre très bien. Puis si on retombe quelques années en arrière, dans le cadre de la pandémie, je pense qu'il y avait clairement un manque de courage. Beaucoup de peuples ont plutôt sombré dans la couardise. Puis, lorsqu'on met tout ça ensemble, on peut faire l'évaluation psychologique d'individus et de peuples, puis on peut en conclure que ben, c'est pas un peuple heureux. Puis évidemment, je parle ici du Québec, puis on en a déjà parlé. Tu sais, exemple par excellence d'un peuple malheureux ou d'une personne malheureuse, c'est une personne qui est sur des antidépresseurs. C'est une personne qui est ouais. dépressive. Or, au Québec, vous le savez comme moi, à chaque année, on prescrit 1 milliard d'antidépresseurs pour une population de 8-9 millions de personnes, ce qui fait en moyenne par habitant quelque chose comme 130 antidépresseurs par année, en moyenne, là. Ça, c'est clairement le signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis peut-être que le cœur du problème, ben, si on retournait peut-être à la philosophie d'Aristote, on pourrait comprendre que les gens manquent d'esprit de Ouais. discernement, manquent d'esprit de modération, font pas preuve de courage. Et ça renvoie aussi à une interrogation sur quelles sont les sources, les causes de ces maux-là. Qui est responsable de ces déséquilibres-là qui affectent les Ouais. individus puis un peuple tout entier? Donc, je laisserai les auditeurs répondre eux-mêmes à cette question-là, ou à nous en faire part Ben, dans les commentaires. l'exemple pandémique est tout à fait excellent parce que à un moment donné, dans plusieurs pays, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, au Québec, en France, on avait l'impression, en fait, que le juste milieu était devenu un endroit inexistant. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on avait des gens qui étaient dans l'ultra monde alternatif pour se soigner avec des produits expérimentaux, naturels ou je sais pas trop quoi. Et de Avec des l'autre masques, côté, des masques tout seuls dans leur auto, là. et de Ouais. l'autre côté, c'est ça, on avait des gens avec des masques seuls dans leur voiture qui étaient devenus une espèce de caricature germophobe et même au niveau des États. Donc, l'idée, c'était de dire, ben, tu as un extrême probablement entre deux extrêmes, ce qui est de absolument rien faire et d'être un confineur extrême. Il y avait des mesures qui tombent sous le sens d'à peu près tout le monde, c'est-à-dire, par exemple, conseiller à tout le monde qui n'a pas un travail qui requiert le présentiel de faire son travail de chez soi quand c'est possible de le faire et de s'arranger pour que ce soit possible de le faire, de limiter les contacts avec les personnes âgées. Tu sais, il y avait plein de choses qui tombent Oui. évidemment sous le sens. Mais tu sais, le discernement, la prudence. Quelle est la nature du virus auquel on est confronté? OK, c'est un virus qui est plus virulent que le virus de la grippe et ça semble affecter davantage les personnes âgées puis les personnes qui souffrent de comorbidité. Bon, d'accord. Maintenant, courage, puis l'esprit de discernement, c'est bon. Pas besoin de confiner les enfants chez eux pendant 2 ans puis les priver d'école. Ceci dit, si vous toussez, vous avez des symptômes, en fait, même pas besoin du COVID, des symptômes de grippe, puis vous avez grand-papa, grand-maman au CHSLD qui a 90 ans, c'est peut-être pas le bon week-end pour aller leur rendre visite. Non, c'est ça. Téléphonez-leur en disant: «Écoute, j'ai la grippe, je veux pas te contaminer, je sais que tu es plus susceptible d'avoir des complications compte tenu de ton âge, peut-être de tes comorbidités. Écoute, on va plutôt remettre ça la semaine prochaine». Ça, c'est un esprit prudent c'est le juste milieu
Ça fait parfaitement sens. Quelqu'un qui tousse et qui est très malade, s'il doit impérativement se rendre au travail, ben, tu sais, qui porte un masque, à la limite, ça va peut-être pas empêcher à 100% la contamination, mais ça va au moins la restreindre dans la mesure du raisonnable. Ouais, Puis quand tu sais que tu es malade, ben serre pas la main de tout le monde. Tu peux dire, écoute, je suis enrhumé, j'ai une grippe, je veux pas être, c'est pas que je suis impoli, mais je pense que c'est pas une bonne idée ouais. qu'on se serre la main. C'est des comportements qui sont parfaitement acceptables et Oui, raisonnables parce qu'ils sont équilibrés en fonction du mal dont on souffre. Maintenant, on peut totalement. parler de la justice, qui est, Et que oui, c'est plus mais une notion. juste Oui, avant, il y a quelque chose d'important, c'est que le Aristote utilise, en fait, c'est dans le premier chapitre du bouquin où il parle de ça, en gros, il dit, il faut tenir les gens responsables de leurs actions, mais pour être responsable de leurs actions, elles doivent être volontaires, c'est-à-dire que on doit cultiver, d'une certaine manière, chez les gens, l'idée qu'ils posent par eux-mêmes, selon leur jugement et leur discernement, leurs actions, pas que l'on on leur dit quoi faire à tout bout de champ. Il dit, plus que la vertu a rapport aux passions et aux actions, qu'on loue et blâme ce qui émane de notre volonté, tandis on ne refuse pas son pardon et parfois même sa pitié à ce qui est accompli sans volonté de notre choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous devez admettre que vous êtes responsable de vos actions, mais ça vient avec la contrepartie de ne pas prendre mérite pour ce qui n'est pas de votre ressort. Donc, moi, ça me fait beaucoup penser à je suis un héros, je sauve des vies, je suis chez moi. Ouais, mais ça, c'est pas de votre ressort. On vous a forcé à le faire. ouais, Comprenez que c'est quand même assez important ce qui est dit, là. C'est que une bonne beaucoup de gens. distinction. Ouais. C'est pas très vertueux de s'approprier un Mm. mérite qui ne découle pas de nos propres actions, mais de fatalité, finalement. C'est ça. Ouais. Il y a toutes sortes de subtilités Ouais. dans l'œuvre d'Aristote qui sont assez savoureuses lorsqu'on les réinterprète Oui, ben, c'est pour ça. dans un monde contemporain. Et c'est, à mon avis, ce qui fait la plus grande force de cet auteur-là par rapport à d'autres, c'est qu'il traite de thématiques humaines Immortel. tellement immortelles et intemporelles. On pourrait parler justement de l'amitié. On voulait parler de l'amitié également. L'amitié est un sentiment, un type de relation que les humains ont depuis qu'ils sont humains, depuis les temps immémoriaux, comme on dit. Et Aristote parle de ça. Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et ça parle exactement des mêmes choses que vous, tous les gens qui nous écoutent, vivent dans leurs relations amicales. C'est exactement le même type de relation. Il n'y a rien qui a changé depuis. La seule chose qui Ben a non, changé, la nature c'est. humaine est immuable. Elle Ben change, c'est elle mais change pas, elle évolue pas. Mais ça nous fait réaliser ça aussi. Quand on lit ces classiques-là, l'intérêt de le faire, puis d'une des raisons pour lesquelles on aime en parler, c'est qu'on réalise que malgré tout ce qui est arrivé, là, malgré la révolution industrielle, malgré l'invention de ci et ça, malgré deux guerres mondiales, malgré les religions, Malgré Trump, imaginez qu'il a écrit ça à l'époque où le christianisme n'existe même pas encore. L'islam non plus, là. On est dans un autre monde, là. On peut même pas imaginer à quel point son monde à lui ressemble pas au nôtre. Pourtant, il parle de choses qui que, s'applique encore qui aujourd'hui. s'appliquent encore aujourd'hui. Comment réagir dans une situation, viser le juste milieu, user de son discernement, cultiver des relations d'amitié basées sur des choses saines et non pas simplement de la pure utilité. Ben, C'est. parlons-en, parlons de l'amitié avant de parler de la justice, comme Donc, c'est ça. L'amitié, il y a trois types d'amitié chez Aristote. Il en parle bien plus vers la fin du livre de mémoire. Et il dit, bon, en gros, il y a l'amitié basée sur l'utilité. Ça, c'est l'amitié de base. Et si vous vous fiez à votre expérience personnelle, c'est probablement la première forme d'amitié que vous avez expérimentée. Je suis ami avec Mathieu parce que ses parents ont une piscine. Ou Ouais. parce qu'il a un Sega Genesis ou un PlayStation. Donc, ça, c'est l'amitié basée sur l'utilité. Cet ami-là m'est utile. Je vais chez lui me baigner quand il fait chaud. Je joue avec sa console de jeu. Donc, ça, c'est l'amitié telle que l'expérimentent les jeunes enfants. Et avant d'avoir le cerveau un peu formé, on est amis avec les autres pour la simple utilité. Il y en a qui dépasseront jamais ce stade-là. Ils sont amis avec des gens parce que cette personne-là a un chalet dans le bois ou je ne sais pas trop quoi. Mais donc, ça, c'est la forme inférieure
d'amitié. La deuxième forme, c'est l'amitié qui est basée sur le plaisir. Mais plaisir, c'est pas tout à fait au même sens qu'on l'entend, là. C'est plus au sens comme quand on a parlé d'Épicure. Le plaisir chez les Grecs, c'est pas être sur la rumba, puis Pas des excès. Ouais. c'est pas des excès, c'est plutôt un état de bien-être. En fait, Épicure disait le plaisir et le bonheur, en fait, c'est l'absence de malheur. Mm. Donc, avoir une amitié basée sur une forme de bonheur négatif, si on peut dire. Et la forme la plus élevée, ça, c'est son côté platonicien, c'est l'amitié basée sur les vertus, sur Platon lui aurait dit basé sur les idées. Lui, il a utilisé vertu. Donc, ça renvoie à vous êtes ami avec quelqu'un parce que vous communiez au niveau des idées C'est ça. ensemble. C'est ce qu'on appelle l'homophilie. En fait, c'est la base des algorithmes sur les réseaux sociaux qui sont basés là-dessus. Les algorithmes vous exposent à des individus qui sont susceptibles de partager les mêmes idées que vous. Puis, il y a des fonctions qui vous permettent de bloquer ou de masquer les individus qui ont des idées ou des personnalités qui vous déplaisent. Et Absolument. puis c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde la situation actuelle, les relations internationales, ben on se rend compte, à notre plus grand malheur, que la nature de l'amitié entre les États, ben, c'est l'amitié de base. C'est l'amitié qui est purement utilitaire. C'est, tel pays, tu as certaines ressources dont j'ai besoin, moi j'ai des ressources que tu as besoin, donc signons un accord ensemble qui va nous être mutuellement, bénéfique. Puis à partir du moment où cette relation de réciprocité est plus bénéfique à l'un ou à l'autre, ben, les États rompent ces alliances-là sans aucun scrupule, sans aucune arrière-pensée. Puis ça, c'est la base du réalisme dans les relations internationales. Puis on s'est baigné depuis 30, 40 ans dans un idéal qui était complètement différent. Donc l'idéalisme, que écoute, c'est de l'homophilie entre les nations libres. Donc il y a quelque chose de supérieur qui nous unit, la liberté, les droits de l'homme, la tolérance, etc. Donc, inévitablement, on va accepter de faire des compromis qui vont nous être potentiellement négatifs sur le plan économique ou stratégique, mais on les fait quand même parce que on appartient au monde, à la même communauté d'idées. Puis là, ben, on tombe des nues parce qu'on se rend compte que le monde, ça marche pas comme ça. C'est des relations, ils sont purement utilitaires. Puis là, ben, les gens ont de la difficulté maintenant à accepter ce qui a toujours été le cas, parce qu'ils se sont laissés berner par cet idéalisme-là, un peu niais, qui était parfaitement faux, là. Ben, un excellent exemple de ça, en nonobstant du cas canadien-américain, c'est celui du monde musulman, où on utilise les formules comme frère et on fait croire qu'il y a une espèce de Oumma, de communauté dans laquelle tout le monde communie, mais finalement, lorsqu'il arrive une crise, comme c'était le cas à Gaza On n'accepte pas les dans les réfugiés, dernières on années, ne veut pas. ouais, c'est non, on est vos frères, mais les réfugiés, si vous pouviez rester chez vous, on n'en a rien à cirer finalement, là. C'est ça. Donc, ça, c'est ça, Mais c'est mais ça, c'est une relation qui supposément est basée sur la vertu et les idées communes, qui en réalité, en fait, je pense que c'est même pas au stade de l'utilité, là. non, non, c'est ça. C'est sur le papier, ce sont des frères, mais dans les faits, c'est plutôt des beaux-frères. Ouais, Viens pas c'est chez ça. nous, là. Tu me Écoute, déranges. dans le livre 9 sur, justement, il continue sur l'amitié, plusieurs, c'est des livres ensuite divisés par chapitre. Donc, livre 9 chapitre 3 de l'éthique à Nicomaque, Aristote dit, une autre question embarrassante également est celle de savoir s'il faut rompre ou non nos amitiés avec ceux qui viennent à se montrer différents de ce qu'ils étaient. Pensez au contexte actuel, là. Peut-être n'y a-t-il rien d'extraordinaire à rompre avec des amis dont on nous a rapproché uniquement l'utilité et l'agrément. Quand ils cessent d'être utiles ou agréables, l'amitié ne reposait que sur ses avantages. Une fois disparus, il serait donc logique que l'amitié s'évanouisse. C'est. C'est. Il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, puis vous regardez la situation d'aujourd'hui, puis il aurait Quand pu un, écrire ça un matin. quand un ami s'est trompé et a cru être aimé pour son caractère vertueux,
Que d'ailleurs, l'autre ne fait rien qui réponde à son attente. Le premier n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Écoutez, je veux dire, je l'ai pas inventé, là. Le premier n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Celui qui s'est cru aimé n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Ah, un C'est, obsédant. il y a quand même quelques petites leçons à retenir. C'est, Exactement. c'est bien les bouquins du Cercle des fermières ou je ne sais trop quoi, mais peut-être qu'on a des dirigeants qui auraient avantage à lire des classiques. Peut-être ça. On a beaucoup parlé au fil des mois Machiavel, Platon, Aristote maintenant. Ce sont des œuvres qui sont évidemment intemporelles pour la plupart. En tout cas, c'est comme Ah, ça qu'on essaie d'en faire la C'est sélection. c'est pour ça qu'on les enseigne encore aujourd'hui, là. Tu sais, moi, mes étudiants sont obligés de prendre mon cours de pensée politique, puis ils disent, pourquoi est-ce qu'on lit des trucs qui ont été écrits il y a 2500 ans? C'est pas utile. À la fin du semestre, ils réalisent, ah ouais, finalement, ça a des applications contemporaines, hein. Oui, puis ça va avoir aussi des applications dans un autre 500 ans, dans un autre 2500 ans, parce que la nature humaine change pas. Hey, parlons de la justice, parce que Oui, ça, c'est la quatrième vertu cardinale qui s'applique réellement dans un contexte et exclusivement dans un contexte social. Puis, tu sais, il y a une fameuse peinture de Raphaël au Vatican, ça s'appelle l'École d'Athènes. Je sais pas si vous pouvez la mettre à oui, l'écran je pour le vais. bénéfice des gens. Mais donc, c'est tous les grands philosophes de la Grèce antique. Puis dans le milieu, vous avez les deux personnages clés. Vous avez Platon et Aristote. Donc évidemment, Platon étant plus âgé, c'est la personne avec la barbe. Puis à ses côtés, vous avez Aristote. Et lorsqu'on analyse l'image, c'est très, très, très intéressant parce que vous noterez que Platon pointe en l'air. Oui, Il pointe on il le pointe voit vers les ici, là. nuages. C'est ça. Il pointe vers les nuages, ce qui illustre le fait, en partie, que sa conception de la justice était très abstraite. D'ailleurs, il a défini jamais dans ses livres. C'est très abstrait. Puis le régime idéal auquel il fait référence, c'est le régime des rois philosophes, qui est un régime très, très, très utopique. Tandis qu'Aristote, lui, et qui tient sous son bras l'éthique à Nicomaque, pointe sa main vers le bas, essentiellement pour montrer, là, dit, les idées, là, ça s'applique. Précisément, sa conception de la justice, elle n'est pas abstraite, elle est applicable et je veux vous expliquer en détail en quoi elle consiste. Et puis dans l'éthique à Nicomaque, vraiment, il rentre dans le détail ce qu'est la justice, en quoi ça consiste, etc., etc. Puis dans les politiques, ben, il explique comment la conception de la justice peut s'appliquer dans différents types de régimes et comment elle ne peut aussi ne pas s'appliquer dans certains autres types de régimes qu'il va considérer comme étant des régimes corrompus. Donc, la justice, vous avez ce qu'on appelle la justice générale. Ça, c'est les règles générales qui s'appliquent dans une société, qui doivent être des règles équitables, bien équilibrées, qui font sens, qui font preuve, qui reposent sur la prudence, la tempérance. Donc, par exemple, c'est tout à fait normal dans une zone scolaire d'imposer une limite de vitesse de 30 ou 35 km/h parce que dans les circonstances, ça fait sens. Les enfants ne sont pas des adultes, peuvent traverser la rue sans regarder, puis si les voitures roulent trop vite, ben il pourrait y avoir une tragédie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est tu as la justice générale, mais tu as aussi la justice spécifique. Puis dans la justice spécifique, il y a deux sous-branches. Donc, la première, c'est la justice Distributive. distributive, merci. Il est 7 heures le matin pour moi. Puis tu as aussi la justice de correction, la Oui, justice rétributive. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que la justice de distribution ne repose pas sur l'égalité. Parce que si, ça c'est les salaires, les honneurs, etc. Ça peut pas reposer sur l'égalité parce qu'il y aurait un manque d'équilibre. Parce que dans toute société, vous avez des gens qui contribuent davantage au bonheur général de la société, qui font davantage de sacrifices que d'autres, et de manière proportionnelle, si on veut que ce soit juste, il est parfaitement normal que ces personnes-là reçoivent davantage que les personnes qui restent le cul assis sur leur sofa à jouer au PlayStation toute la journée. Donc, que les premières personnes reçoivent un salaire plus significatif que les secondes personnes, c'est pas de l'égalité, mais c'est de l'équité.
Et pour Aristote, c'est tout à fait acceptable, puis c'est une situation qui ne rompt pas du tout avec les principes de la justice. Donc, chacun doit recevoir de la reconnaissance et des revenus, des salaires, en fonction de sa contribution à la société. Donc, c'est là où il développe l'idée d'équité. Donc, un pompier qui se garoche dans les flammes pour aller sauver des personnes qui sont prises dans des appartements en feu, ben, qu'on donne une médaille de bravoure à cette personne-là, puis qu'on n'en donne pas aux autres, il y a personne qui va dire c'est injuste, moi aussi je veux ma médaille. C'est pas une compétition de petits culs de 5 ans qui jouent au soccer où tout le monde termine avec une médaille de participation, là. Les gens vont Mhm. être en mesure de reconnaître ah ben, cette personne-là a risqué sa vie et mène un travail qui est dangereux pour sa propre personne. Il est tout à fait normal que cet individu-là reçoive un salaire supérieur à la moyenne et que cette personne-là, lorsqu'elle commet un acte de bravoure, soit commémorée, reçoive une médaille, etc., etc. Même chose pour les policiers ou les urgentistes qui travaillent dans les urgences et qui contribuent à sauver des vies. Tout à fait normal que ces personnes-là reçoivent un salaire supérieur à une personne qui travaille dans une usine où on fabrique des biscuits, par exemple, là. Mais il y a pas de saut métier, mais on apprécie la contribution de tout un chacun en fonction de la contribution. Donc, la proportion de ce qu'on va recevoir, c'est géométrique. Donc, il insiste beaucoup sur les proportions géométriques dans l'éthique à Nicomaque, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, les individus doivent être récompensés à la hauteur de leur contribution à la société. Donc, ça, c'est le principe de l'équité qui s'oppose évidemment au principe de l'égalité. Puis la même chose pour la justice de correction. Lorsque vous imaginez si on appliquait un principe d'égalité en matière de justice punitive. Donc, que vous commettiez un meurtre ou que vous voliez un morceau de gâteau, c'est la peine de mort pour tout le monde. Les gens diraient, ben non, ça n'a pas de bon sens. Peut-être pour les gens qui commettent un meurtre au premier degré, d'accord, mais les gens qui commettent un vol de voiture ou qui cambriolent une maison, c'est peut-être poussé un petit peu fort. C'est ça. Évidemment, il y aurait une disproportion. Donc, c'est la nature des tribunaux de devoir apprécier la nature du crime et la spécificité du crime et de l'individu. Donc, est-ce que la personne était influencée par un gang de rue? Est-ce que la personne était majeure, mineure? Est-ce que c'est la première fois que la personne commet un crime ou c'est la 8e fois? Et puis, c'est le principe aussi de la jurisprudence. Les juges, avant de rendre une décision, doivent apprécier la spécificité du cas qu'ils ont devant eux et doivent regarder les cas similaires qui ont été jugés dans le passé et essayer de trouver la décision, la punition qui va être la plus équilibrée possible en fonction des mêmes punitions qui ont été données à d'autres personnes qui ont commis des crimes similaires. C'est pour ça que vous avez des cours d'appel, parce que si une erreur est commise en première instance, la cour d'appel est là pour rétablir l'équilibre qui aurait pu être rompu par la cour de première instance où le juge aurait pu imposer une décision trop sévère ou pas assez sévère. Donc tout ça, c'est le principe de l'équité, et puis ce qui démontre très bien que pour ça, sur la peinture, Aristote pointe vers le bas pour montrer que ma conception de la justice, là, elle est facile à comprendre, puis elle est explicite, puis je vais vous expliquer en détail en quoi elle consiste. Totalement. Écoute, je cherchais dans les. J'ai trouvé le passage que j'avais oublié de mettre un petit post-it, mais je l'ai retrouvé dans le petit traité économique. Euh, Aristote essaie d'appliquer un peu un des trucs que tu as dit sur la justice parce que lui, en fait, les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, où la société fonctionne grâce à la contribution d'une presque une minorité de gens maintenant, là, parce que tu as une vaste majorité de la population qui paie à peu près pas d'impôts lorsqu'on calcule les retours, les programmes qu'ils ont, et tout ça est basé sur les gens en haut d'un certain revenu. Aristote serait plutôt le partisan d'une forme d'imposition où tout le monde contribue. Ça, c'est une de ses affaires. Pas tout le monde pareil, donc c'est pas Mm. l'égalité, mais l'équité. Et l'équité, c'est que tout le monde contribue, même de la manière la plus infime qui soit. Et dans le petit passage que je vais vous lire, il souligne un problème qu'il y avait à l'époque, c'est que, bon, ramenons-nous dans l'Athènes de l'époque, on est en 2000, il y a plus de 2300 ans. Comment était prélevé l'impôt? Donc, évidemment, il n'y a pas de système de paie où le gouvernement prend de l'argent, la ville prend de l'argent sur votre paie. Donc, l'impôt, c'était essentiellement l'impôt foncier. Donc, si vous étiez propriétaire, vous payez
de l'impôt. Et là, il parle des endroits qui étaient près d'Athènes, qui voulaient faire la guerre, mais en fait, chargeaient aucun impôt à personne et demandaient à Athènes de financer leur guerre. Et là, il dit, il y a un endroit qui a fait différemment des autres, qui s'appelle la Potidée. Et il dit, les dirigeants ordonnèrent à tous les citoyens de dresser la liste de leurs biens. Chacun devait déclarer non pas l'ensemble de ses propriétés dans son propre dème, mais chaque propriété individuellement au lieu où elle était située. Donc, vous avez une maison, un endroit, une autre propriété ailleurs. Et il dit ensuite, de cette façon, de cette façon, même que les pauvres puissent être frappés par la taxe, car celui qui ne possédait aucune propriété était maintenant passible d'un impôt de capitation de 2 mines. Grâce à ces mesures, chaque citoyen paya intégralement à la ville sa part contributoire de la somme fixée. Donc, c'était important dans sa vision de dire, ben, si vous vivez dans une société, vous bénéficiez de tout ce qu'elle a à vous offrir, d'une protection militaire, d'une cour de justice, d'un représentant. Ça ne fonctionne pas que vous payez rien. Parce qu'à l'époque, ceux qui avaient des propriétés payaient, puis ceux qui, bon, étaient un peu en vagabondage ou étaient locataires ne payaient pas rien. Et lui, il disait, ben, c'est un problème que vous. Pas équitable. C'est pas équitable. Peu importe, on ne vous demande pas de payer la même chose que quelqu'un qui a 12 Non, propriétés, évidemment, mais vous devez payer la contribution minimale qui était de deux 2 mines. pièces, de Ouais, 2 mines. Bon. c'est ça. Puis ça permet aussi d'évaluer la santé mentale d'un peuple. Est-ce qu'un peuple est véritablement en mesure d'appliquer convenablement ces 2 formes-là de justice, spécifiques? Puis on pourrait appliquer ça à la question de la justice intergénérationnelle. Est-ce que le système en place, le système d'imposition, le système social en place, peu importe, favorise de façon démesurée une certaine catégorie de personnes au détriment d'une autre catégorie de personnes? Si c'est le cas, on peut dire que la société n'est pas juste parce qu'elle n'est pas équitable dans la manière avec laquelle elle envisage les relations entre les différentes générations. Puis encore une fois, ben, je vous laisserai porter votre propre jugement sur votre propre société pour en conclure si elle est ou non équitable, juste sur le plan des relations entre les différentes générations. Oui. Écoute, je dirais, peut-être en conclusion, si vous avez un sujet qui vous intéresse, qui est le moindrement intemporel, cassez pas votre tête, Aristote en a probablement déjà parlé. C'est ça, oui. Vous aimez la nature, vous aimez l'astronomie, vous aimez la morale, vous aimez la politique, vous aimez La euh, botanique, la botanique, les mathématiques, peu importe. Aristote en a forcément parlé quelque part à un moment donné. Et contrairement à Platon, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais les initiés le savent, les autres le savent peut-être moins. Rappelez-vous, quand on a parlé de Platon, on parlait des dialogues, donc dans lesquels on met en vedette Socrate, qui est bon, à la fois le maître de Platon, mais aussi un personnage de l'œuvre de Platon. Donc, c'est sous forme beaucoup plus livresque. Donc, c'est des dialogues. Socrate discute avec différentes personnes qui croisent dans Athènes, différents personnages. On a l'histoire de sa mort, on a l'histoire de son procès. Donc, ça, c'est comment Platon met en scène ses idées. Aristote, c'est complètement un autre genre d'écriture. Il n'y a pas de oui, dialogue, il n'y a pas de... sous forme euh, d'essai, là. sous forme d'essai. Il a théorisé toutes sortes de trucs à Aristote, même j'en parlais à un moment donné dans un autre contexte. Il a parlé aussi, en fait, c'est un de ceux qui a le mieux théorisé ce qu'on appelle la catharsis. Donc, c'est-à-dire le sentiment de libération que des gens vivent par procuration lorsqu'ils consomment, à l'époque, lui, c'était le théâtre. Vous comprenez, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de série. Mais lorsque vous regardez, par exemple, un film d'action, et que le héros finit par triompher dans l'histoire, vous ressentez à l'intérieur de vous une espèce de satisfaction à voir le méchant perdre, le bon gagner, l'histoire se dérouler, et vous ressentez au contraire de la frustration lorsque, par exemple, vous regardez Game of Thrones et que le personnage principal se fait couper la tête alors que vous vous attendiez. Mais Aristote parle de ces phénomènes-là. Il dit quand les gens vont voir du théâtre, une bonne pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre qui provoque une catharsis, c'est-à-dire une espèce de libération par lequel, par procuration, j'ai vécu ce que l'acteur essayait de me faire vivre
et je me voyais en lui. Et ça, c'est des trucs. En fait, c'est carrément de la psychologie, là, avant Oui. son heure, qu'il faisait, mais ça a pris des centaines d'années, des milliers d'années après pour que ça se développe comme une science indépendante, ce genre d'analyse-là. Mais Aristote parlait de ça il y a 2300 ans, là. C'est quand même assez spectaculaire. Ouais. Donc, on vous renvoie à ses œuvres. Ce qui fait de lui peut-être le plus grand philosophe de l'histoire, là. Ben, écoute, je pense que c'est Whitehead qui disait que toute la philosophie occidentale était une série de notes de bas de page dans l'œuvre de Platon. Mais je pense que dans l'œuvre d'Aristote, c'est pas mal vrai aussi, Ouais. honnêtement, là. C'est juste qu'un vient avant l'autre, donc il y a peut-être ça au niveau de l'influence. Mais c'est ça, donc merci d'avoir été là pour ce 8e épisode. On se reparlera prochainement pour un 9e épisode. L'auteur n'est pas encore décidé, mais comme d'habitude, vous pouvez laisser vos suggestions dans les commentaires. Nous, on a une petite liste de trucs on aimerait aborder, mais on est toujours ouvert aux suggestions des gens, que ce soit un petit livre, que ce soit un discours même, ça peut être ça. Il y a toutes sortes de grands discours qui ont été faits. Euh, je pense à Cesare Beccaria sur la peine de mort. Tu sais, bon, Ouais. il y a plein de choses comme ça qui pourraient être abordées. Donc, on est toujours content de vous lire et ben, merci. Merci d'être là. À la prochaine. À la prochaine.